Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, le stage se termine avec Nicolas. Donc tu viens de Alors, du Gard. du Gard. Ok, donc quelqu'un qui est prometteur, hein, qui a bien travaillé, qui a bien compris les techniques assez rapidement. C'est assez surprenant. C'est pas quelqu'un qui a fait des années de Krav Maga ou Penchak. Hein. Tu as fait quoi, du Non, taekwondo? voilà, avec un peu de taekwondo Ouais. et d'aïkido et j'ai fait, voilà, c'est les seuls arts martiaux que j'ai fait, avec un peu de judo quand j'étais tout petit, mais vraiment pas grand chose. Oui, donc il n'y avait pas de trop de parasites dans les épaules pour les frappes et tout, donc il n'y a pas eu beaucoup de rattrapage à faire. Après, il y a tout ce qui est travail aller au sol, ça c'était très intéressant. Sinon, qu'est-ce qui t'a plu dans ce qu'on a fait? C'est tout le travail sur la concentration qu'on a fait, sur la relaxation beaucoup. Donc il y avait la marche des commandos, Oui, voilà, c'est la marche des intéressant. Hein. commandos. Donc la marche des commandos, ça vient au départ dans des forces spéciales, bien sûr. Et moi, je l'avais déjà travaillé, tout simplement. Il y avait une photo que je mettrai d'ailleurs, qui m'avait beaucoup ému quand j'étais adolescent. C'était les gens en 14, hein, et donc, qui étaient brûlés par les gaz, par le chlore, et qui marchaient la main sur l'épaule comme ça. Et il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, il y avait des Français. Et là, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de combattants. Hein. C'est juste des hommes qui sont devenus aveugles à cause des gaz. Et chacun a besoin de l'autre. Donc celui qui était devant, c'est quelqu'un qui avait un bras plus ou moins arraché, et tous ceux qui suivaient derrière étaient des gens qui étaient aveugles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. Et cette communion entre les autres, et c'est peut-être ça qui m'a fait aussi lutter contre ce principe d'individualisme. Là, le mec qui est individualiste et qui est aveugle par les gaz, il est mort. Hein. Voilà. Il y a des films là-dessus qui sont assez intéressants, qui ont été faits. Il y avait Au revoir là-haut, où justement où on parle un peu de ça. Il y a d'autres films comme ça qui se déroulent sur les champs de bataille en 14, où vraiment on s'aperçoit que tout seul t'es mort. Hein. De toute façon, surtout dans ces conditions-là. Donc ça, tu m'as dit la méditation, le travail sur La méditation. le travail sur le ki, ça c'est pareil, je mettrai la photo que j'ai prise aussi. C'est la gestion du stress, tout ça. Hein. Aussi bien la méditation que le travail, c'est la gestion du stress. Après, le bâton. On n'a pas vu les clés au bâton, mais bon, ça, à ton niveau, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Tu serais policier ou tu serais dans la sécurité, on aurait vu travailler avec les matraques télescopiques ou avec les bâtons. Par contre, les frappes sont très intéressantes, hein. Les frappes à la canne sont très intéressantes. On a quand même travaillé au couteau. Au couteau, ouais, c'est vrai, on a fait quand même pas mal de couteaux. Ça, c'est logique parce que dans la gestion du stress, le travail au couteau, c'est aussi une gestion du stress. Il y a le travail basique et le travail de gestion du stress avec le couteau, ouais, effectivement. Voilà. Donc, écoute, le stage se termine, c'est très bien. Il n'y a pas eu de stress. Non, aucun. Non, non. C'était justement fait pour. Voilà, on a bien mangé. Le meilleur restaurant japonais de France, hein, d'après tous les gens qui y vont. Hein. Il y a beaucoup de stagiaires qui viennent au restaurant à Saintes, là, et puis après ils partent chez eux, ils vont dans un restaurant japonais, ils disent ah c'est pas pareil. Mais voilà, je suis surpris. Les gens qui viennent du Japon aussi sont surpris. Ils me disent on n'a pas trouvé ça en Europe. Donc tant que ça existe, voilà, on en profite. C'est ça. Voilà. Les frappes, ça t'as aimé? Oui, beaucoup, parce qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas besoin d'armer le coup ou alors d'avoir l'air super agressif et de frapper extrêmement fort. Comme nous, par exemple, on peut faire au taekwondo, on arme bien comme ça et on fait ce qu'on appelle un kiap, donc on hurle, etc. pour donner de la puissance et marquer les coups. Voilà, ça fait partie du cinéma, ça fait partie du Oui, rituel mais cinématographique. Quand on est débutant, on pense que ça a un impact. C'est logique. Voilà. C'est logique. On nous a appris comme ça, alors forcément on le fait. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que dans le stage, on peut recevoir le coup. Voilà. Et c'est là qu'on prend toute la mesure, que c'est pas semblant, c'est pas parce qu'on voit pas la personne armée, qu'on la voit juste avancer et faire juste ça, qu'il n'y a pas d'impact. Au contraire, c'est là où il y a énormément d'impact, parce qu'on sent justement qu'il n'y a pas la pleine puissance, et que si elle était là, on serait marqué, voire on aurait quelque chose de cassé, ou quelque chose comme ça. Parce que
vraiment c'était très puissant et très intéressant comme travail, vraiment. Alors ce que j'avais remarqué aussi, c'est, à part le système A, j'en ai fait des arts martiaux, comme tu sais, des sports de combat, il n'y a pas de sport ou d'art martial où on t'apprend à recevoir les coups. Que ce soit les coups de bâton, les coups de chaîne, les coups de couteau, les coups de poing, comment arriver à minimiser la coupure, minimiser l'impact. Au départ, ça se fait toujours avec le poing, et après on le fait avec le bâton, et après on le fait avec la chaîne et le couteau. Mais le but, c'est d'arriver à minimiser les blessures, tout simplement parce que c'est un art martial. C'est-à-dire que les mecs qui me disent dans la rue, est-ce que c'est la boxe thaï ou le jiu-jitsu brésilien qui sont les mieux? Ni dans la boxe thaï ni dans le jiu-jitsu brésilien, on va t'apprendre à gérer un coup de hache ou absorber une attaque de machette. Et si tu vas au sol et que tu commences à faire une clé, tu as 10 mecs en machette qui vont te découper en rondelles. Donc voilà, la différence entre le sport, etc. Voilà, il y a comme il s'appelle, Lo, il s'appelle, je crois, le gars qui est le champion jiu-jitsu brésilien, qui est mort. Là, il a fait un peu le show, il s'est pris une balle dans la tête, quoi. Tu vois, donc combien de champions de MMA ou de jiu-jitsu brésilien se sont pris des patates comme Carpentier, il me semble, s'était pris des patates par un chauffeur de taxi parce qu'il était KO parce qu'il n'avait jamais pris un coup à point nu. Donc il n'avait pas appris à recevoir un coup à point nu. Le mec, il devait être champion du monde de boxe, il klaxonne sur un chauffeur de taxi, le chauffeur il sort, lui fout une patate, le mec il est par terre. C'est pas logique, tu t'attends pas à ça. Comme je parlais dans le viol, une championne de France de boxe française qui s'était fait violer et tuer par, je crois que c'était Robert Louis ou un nom comme ça, un truc comme ça du côté de Lyon, dans les années 80-90, là je me souviens plus exactement, mais elle était championne de France de boxe française. Comment est-ce possible, une personne de 25 ans, championne de France, qui arrive à se faire attaquer, violer par un homme? Alors, à quoi ça sert de faire des compétitions avec des gants, avec des règles, si dans la rue tu ne sauras pas, tu ne pourras pas faire les gestes parce que c'est pas le même stress, parce que tu n'es pas préparé, parce que tu n'es pas sur un ring, parce que tu n'as pas de protection, parce que tu t'es pas échauffé. Donc pour moi c'est ça le plus important. On y va directement, on fait des mouvements. Est-ce qu'on s'est échauffé vraiment? Est-ce qu'on s'est vu une seule fois, on s'est échauffé en combat pour faire les techniques? On a pris le couteau, on a fait ça, hop, hop, on a marché avec le bâton pour apprendre à marcher. Le premier jour, toujours, apprendre à marcher comme il faut, et tu as vu à quoi ça sert. Là, tu peux être sûr, tu ne peux pas dire que ça ne sert pas. Hein. Donc, à bien marcher comme il faut, quoi. Ce que font les soldats, ce que font les forces spéciales, ce que font les unités d'élite, en gros, c'est ce que faisaient tous les gens avant, parce qu'ils ne jouaient pas. Quand ils jouaient à la guerre, les enfants, tant que le service militaire était obligatoire, on savait, nous, les garçons, qu'on allait forcément un jour devoir tirer au fusil, marcher au pas, être dans un esprit de groupe. Donc il n'y avait pas trop cet individualisme qu'on voit, enfin il n'y avait pas même cet individualisme que l'on voit maintenant. Les individualistes, c'est ceux qui faisaient tout pour pas aller au service militaire. Hein, parce que c'est fumer les joints, c'était les époques antimilitaristes, 70. Mais voilà, tout le monde savait qu'un jour ou l'autre, il fallait arrêter de jouer pour pas faire semblant, parce que tu étais dans la vraie vie et que tu avais des vraies balles. Sauf que les gens, tu les vois à 40 ans en train de jouer avec des jeux vidéo de wargame, je sais pas comment ils appellent ça, tu sais, les trucs, les jeux, c'est un nom ça, les jeux de guerre. Les Craft, FPS. Comment? Les FPS. FPS. En gros, ça veut dire First Person Shooter, donc en gros, c'est. Oui, tu vois le pistolet, guerre, tu vois, voilà, c'est ça. Alors les gens, ils jouent avec ça, mais ils font 125 kilos, ils ont 40 ou 35 ans, ils ont des gosses, une femme, ils jouent à ça, et ils seraient incapables de courir ou de monter une pente avec un sac à dos, parce que le premier des trucs, nous, par exemple, je prends un exemple qu'on avait fait, le tout premier tir. Après 25 km de marche de nuit, on nous a fait dormir 2 heures, après on nous a secoué, il fallait monter une colline, installer les postes du tir et tirer sur les cibles. Comme ça, on ne sait même plus où on était, quoi. Et ça, les mecs, ils ne pourraient même pas monter sur la colline. Parce qu'ils sont en excès de poids, parce qu'ils n'ont pas de souffle, ils n'ont pas de cardio. Dans le stress, arriver à mettre le chargeur, le jour se lève à peine, tu vois à peine les cibles. À cause du soleil dans les yeux, enfin voilà, et là on nous a mis dans les cas de figure le plus compliqué, hein. Mais voilà, parce que c'est comme ça.
Tu choisis pas de dire on va attendre que l'ennemi passe de l'autre côté et que moi j'ai le soleil dans le dos, quoi, tu vois. Donc c'était intéressant. Alors évidemment, au fusil, c'est pas spectaculaire, tu tires, tu sais pas où t'es, mais quand c'est des lance-roquettes, là, voilà quoi. Donc on a tiré sur les chars comme ça. Voilà, OLRAC. Donc, tu avais les questions, tu m'avais expliqué que tu avais des questions. Oui. Vas-y, vas-y. Alors déjà, une question qui est toute fraîche, c'est pourquoi est-ce que dans ce stage qui est pourtant pas très physique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait de pompe, on n'a pas fait de travail de cardio ou quoi que ce soit, même de musculation, pourquoi est-ce qu'on est autant fatigué après ce stage en fait? En fait, on a fait des pompes horizontales, un peu comme les Belges. Oui, mais pas beaucoup. Oui, je suis d'accord. Fatiguer, oui, non, là c'était pour montrer comment se relâcher sur un coup, etc. Donc, pourquoi on est fatigué après un stage comme ça? Parce qu'une fois quelqu'un m'a dit, ce que tu fais, c'est de l'ostéopathie énergétique. C'est-à-dire, les gens, je vois les tensions qu'ils ont, je vois les blocages qu'ils ont, dans les hanches, dans les épaules, dans le mental. Et on fait des exercices en adéquation avec ça, et ça permet de débloquer. Ben, c'est exactement comme quand tu vas chez l'ostéopathe ou comment on appelle ça, le rebouteux, l'énergéticien, le magnétiseur. Quand tu rentres, tu es complètement crevé parce que l'énergie a circulé dans des endroits où il n'avait pas l'habitude de circuler et c'est vraiment épuisant. Et c'est vrai que c'est toujours très fatigant de faire des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire, hein, mais surtout de se débloquer des énergies à des endroits où on était vraiment tendu. Et au lieu d'être bien détendu en disant ouais c'est bon j'ai la patate, une douche froide tu vas être vraiment, ça va te stimuler. Mais si tu prends un bain chaud qui va complètement te relâcher, tu vas sortir, tu vas être complètement KO. Et ben pareil, quand tu sors de chez l'ostéo, quand tu sors d'un cours avec moi, ben, tes énergies ont tellement bien circulé, ça fait bien un bon nettoyage, on appelle ça de miasme énergétique. Et ben là tu dors bien, tu fais ou des cauchemars ou des beaux rêves, mais enfin il y a des choses qui sortent, et c'est un petit peu l'aspect psychothérapeutique dont parlait Jean-Marie Frécon dans ce stage il y a encore 10-15 ans, quoi. Voilà, donc je pense que c'est parce que justement les énergies circulent à des endroits où tu n'as pas l'habitude, mais comme pas plus que si tu sortais de chez un ostéo ou un magnétiseur, quoi. Ensuite par exemple, comment est-ce qu'on peut travailler sur la non-peur et renforcer son mental? Alors la non-peur, c'est la méditation. La pratique de la méditation, on appelle ça la technique de la non-peur. Zazen, par exemple, on appelle ça la technique de la non-peur. Il y a un dessin, il faudra que je le retrouve d'ailleurs pour le mettre dans la vidéo parce qu'il est extraordinaire. C'est Norio qui fait ce dessin-là. Je l'avais colorisé, il est sur mon livre de psychothérapie d'ailleurs, où tu vois la mort qui vient comme ça, alors, la mort à l'occidentale avec la faucille et tout, et il y a le moine qui est là, et il envoie un kiaï, tu vois, le moine est en train de faire un zazen, il repousse la mort. En fin de compte, il y a cette histoire de le fait que quand tu es dans l'ici et maintenant, tu n'es pas dans la projection. La projection fait que tu as peur de la mort. Quelqu'un qui est dans le regret, il n'aura pas peur de la mort, puisqu'il est constamment dans le regret du passé. Mais par contre, il peut avoir peur de l'avenir. La peur, c'est jamais sur le passé. C'est ce que je dis quand je préparais mes compétitions, hein, mes matchs, enfin les combats. Je m'entraînais comme un malade, la nuit avant... t'as un peu la trouille, le matin même, moi j'y allais en courant, tu vois, je jeûnais, j'y allais en courant comme un fou, et je me préparais, alors là je bougeais justement pour ne pas être dans le mental, donc je bougeais constamment, et après je faisais mes combats, après je rentrais, mais quand je voyais les photos, quand je voyais parfois des films, je dis putain mais... Là, j'aurais pu me faire descendre, là il aurait pu faire ça, un peu comme quand je faisais de la grimpe à main nue, quoi, tu vois. On y va en chantant et tout, on grimpe, après tu regardes les photos, tu dis, oh là j'aurais... En gros tu te dis, mais pourquoi j'avais pas peur, quoi. Parce que c'est vrai, quand tu vois la falaise de 25 mètres et que tu montes sans corde à main nue, tu dis, là j'aurais pu tomber. Donc c'est le seul moment où... tu as peur du passé, tu vois ce que je veux dire, mais ça n'a aucun sens. Alors que là, la peur habituelle, la peur c'est le futur. On se projette dans le futur et on a peur. Les 3/4 du temps, on ne sait pas pourquoi on a peur. Hein. On a peur de rien de spécial. Quelqu'un qui, par exemple, qui fait des arts martiaux, par exemple, il va faire ça parce qu'il a peur de se faire attaquer.
À moins que dans le boulot, il est sûr de se faire attaquer dans son travail, il n'y a aucune raison qu'il ait peur de se faire attaquer. Mais c'est vrai que là, avec les films, avec les publicités paranoïaques, par exemple du Krav Maga, du Panchak ou du karaté combat ou je ne sais quoi, c'est vrai qu'on veut faire peur aux femmes, on veut faire peur aux enfants, on veut faire peur aux adultes, et pour les pousser à faire de la self-défense. Mais on met de la peur dans un esprit qui est en paix, en fin de compte. C'est le principe de la publicité où on te dit, toi tu penses que tu es heureux? Eh ben, avec cette brosse à dents électrique, tu serais encore plus heureux, parce qu'elle brosse vraiment les dents. Ah, tu crois que tu manges et ton chocolat, il est bon? Non, 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 ce chocolat, il est au vrai goût de chocolat. Donc si tu veux savoir quel est le vrai goût de chocolat, il faut acheter le truc. C'est le message implicite. Et ben là, c'est pareil, je veux dire, les gens, ils sont tranquilles, on leur demande rien, et on vient leur créer un déséquilibre pour les faire consommer des cours de self-défense, etc., etc. Donc on leur fait peur. À ce moment-là, on leur fait peur. Alors, on peut leur faire envie, on peut leur donner faim, leur donner soif, tu vois, les exciter. Si tu avais la belle voiture, tu aurais la nana. Il y avait une publicité comme ça dans les années 70. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. La publicité est faite pour déséquilibrer le système nerveux autonome et d'un esprit en paix, en faire un esprit perturbé. Et beaucoup de vidéos qui sont sur Internet ne sont que des publicités. Beaucoup même d'infos, quand tu regardes des infos au JT de 20h, souvent c'est des publicités déguisées parce que les gens ont payé très cher pour qu'on parle de ce système d'alarme qui a sauvé la vie à telle personne, de machin assistance qui a permis à ramener telle personne qui était dans un pays loin de la France, elle a pu se faire rapatrier. Enfin, tout ça, c'est des publicités. Les gens, ils payent là, ils sponsorisent le journal télévisé, quoi. Et aux États-Unis, c'est énorme. On fait ça beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Je crois qu'on va passer à l'ombre là. Voilà, donc est-ce que j'ai répondu à ta question? Enfin voilà, faut être ici et maintenant. Voilà. Et pour se renforcer, ben, tu as à faire un petit footing tous les jours, tu as les douches froides, tu as des jeûnes de temps en temps, des jeûnes secs, même d'une journée ou deux, comme ça, aller se donner des défis, par exemple, sur un nombre de pompes. Moi j'ai réussi quand je suis arrivé à l'armée à faire 110 pompes, parce que à 14 ans, on arrivait au karaté, comme je t'ai dit, les gens ils avaient 22-23 ans minimum. Évidemment, moi j'avais 14 ans et un jour. Donc quelque part, j'arrivais pas à faire les 50 pompes ou les 30 pompes qu'on me demandait. Donc je faisais des pompes et je m'étais dit j'en ferais une, deux chaque jour. J'en faisais une le matin, une de plus le soir. Le lendemain matin, je dis j'en ai fait 25, pourquoi j'en ferais pas 26? Parce que c'est vrai, rien n'empêche de faire 26 pompes. Et voilà, dans des petits trucs comme ça, tu te fais un défi, et puis comme ça, jusqu'à 100, 110, 120, tu fais correctement tes pompes. À l'armée, quand on me disait, fais-moi 20 pompes, alors tout le monde rigolait, parce que le sergent Bordas, il en fait 50 tous les matins, et 150 tous les soirs, enfin 110 tous les soirs. Voilà quoi, donc c'est vrai que ça impressionnait les gens, mais moi je ne le faisais pas pour impressionner. C'était un défi pour renforcer mon mental. Donc se donner des défis comme ça, voilà. Déjà le premier défi c'est d'arrêter de passer des heures sur son téléphone portable, de perdre du temps dans les écrans parce que ça nous pompe l'énergie, ça aussi. Mais la douche froide, une journée de jeûne par semaine, des choses comme ça, c'est intéressant, quoi. Très bien, et qu'en est-il du coup par extension de l'intuition, pour travailler l'intuition? Ben, la pratique de l'instinct intuition, ça fait partie aussi de la méditation. Parce que dès le moment où tu te tiens bien droit et que tu vides ton mental, il y a quelque chose qui vient remplir ton mental, on va dire ça, qui vient remplir le réceptacle, je sais pas quoi, le disque dur, je sais pas comment on pourrait dire. Et c'est justement, ça développe l'instinct intuition, puisque alors déjà ça, ce que je te parle, c'est la connaissance. Parce qu'on dit, qu'est-ce que c'est que la méditation? On dit c'est la pratique d'absorber des connaissances nouvelles par intuition. C'est-à-dire que, comme on dit, la nature horreur du vide. Donc quand tu médites, tu vides ton mental et hop, là tout d'un coup tu te mets à avoir des idées que tu n'avais pas, tu ne sais pas d'où ça sort. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et après quand tu marches dans la nature et qu'il y a un danger, hop, tu fais un bond et c'est pas passé par le mental, toi. C'est directement tout ton corps qui a fait le bond. Et là, on appelle ça aussi travailler l'instinct intuition. Et là, c'est pas avoir de l'information dans le mental, c'est au contraire ne pas passer par l'information. Il y a une histoire zen très très célèbre comme ça, où un moine dit assez arrogant, tu vois, il est arrogant, il dit ouais maître,
j'ai pas l'illumination, ça fait 5 ans que je suis avec vous. Alors le maître, il sait plus quoi faire. Il écoute, je vais t'envoyer chez mon maître. Donc va voir le maître machin dans la montagne. Alors l'élève arrogant, il y va comme ça, hop, il fait la méditation avec l'élève, avec le maître. Le maître lui fait tirer de l'eau, il lui fait couper du bois, il lui fait cuire du riz, tu vois, des choses comme ça, mais en pleine concentration. Mais il ne voit pas que c'est ça qui est important, d'être dans le moment présent. Et donc au bout d'un moment, il dit, maître, ça fait 5 ans que je suis avec vous. Au bout de 5 ans, j'ai rien fait que couper du bois, faire cuire du riz. Et l'autre il dit oui, mais quand tu coupais du bois, tu coupais du bois, quand tu mangeais du riz, tu mangeais ton riz, quand tu préparais le riz, tu préparais le riz, quand tu tirais de l'eau au puits, tu as tiré de l'eau au puits, tu étais présent et tout ça. Et l'autre il est vexé et tout, il prend un bâton, il tape sur le maître et puis il s'en va. Et là, en marchant, boum, il colle une pierre, la pierre tombe sur un bambou, cloque sur le bambou et pouf, t'as une grenouille qui saute dans l'eau. Et tout d'un coup, il n'a aucune émotion, aucune intention. Il n'est pas inquiet. Et là, c'est ce qu'on appelle le satori. C'est pas passé par le mental. Et tout d'un coup, il retourne au monastère et il dit maître, je vous servirai jusqu'à ma mort parce que j'ai eu l'illumination grâce à vous. Je ne sais pas si c'est pas Shinran, je ne m'en rappelle plus. Et il avait écrit un poème comme ça où il dit qu'est-ce que le satori? Il dit le bruit d'une pierre tapant sur un bambou. Ou bien qu'est-ce que le satori? Le bruit d'une grenouille qui saute dans la mare. Parce que c'est des haïkus en trois vers. Et c'est assez intéressant ce genre de poème parce que moi ça m'est arrivé par exemple, je marche, je me cogne par exemple à un meuble, et il y a zéro émotion. Je ne vais pas engueuler le meuble. Alors que le kidam moyen irait engueuler le meuble, comme si le meuble il en avait quelque chose à foutre que de ta souffrance, quoi. Mais voilà, c'est les gens, ils parlent aux meubles, ils parlent aux voitures, ils parlent à leur balai, ils parlent à leur téléphone, c'est déjà pas mal. Voilà, ils parlent, donc l'instinct intuition, c'est ça, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle la pratique de la méditation pour ne plus avoir à passer par le mental. En gros, tu chevauches un tigre, et c'est le tigre, tu laisses faire le tigre. Tu n'essayes pas de dire au tigre, il faut faire ça, hein. Attention, il y a un tigre qui vient, il va se battre, alors toi tu vas faire ça. Le tigre, il sait se battre. Toi, tu es juste là pour conduire le tigre, mais pas pour lui dire ce qu'il a à faire quand c'est des affaires de tigre. Le combat, c'est une affaire de tigre. Le réflexe, c'est une affaire de tigre. C'est ça la connexion avec le tigre, c'est l'instinct intuition aussi. Alors du coup, si vous aviez quelques conseils de vie pour les jeunes qui vont, voilà, de ma génération ou même beaucoup plus jeunes, adolescents par exemple, si vous avez quelques conseils à leur donner. Déjà, qu'ils fassent bien la différence entre le virtuel et le réel. Hein. C'est-à-dire, par exemple, avant Bruce Lee, quand tu regardais les films de cinéma, c'était des gens qui volaient, toi. Tu vois, ils flottaient en l'air, ils cassaient des tuiles, quoi. Je me souviens, le point de fer, comme ça. Le type, il saute, il casse les tuiles avec son poing. Bref, des gens qui volaient. Hein. Il y a un petit clin d'œil dans Opération Dragon de Bruce Lee où il saute dans un arbre comme ça. C'était tourné à l'envers, mais bon. Et les gens ils sautaient comme ça de table en table dans les tavernes avec un bruit d'oiseaux qui s'envolent et tout, d'étoffes au vent, quoi, qui flottent au vent. Et chaque fois qu'il donnait un coup de poing, tu entendais un coup de fusil, quoi. Bam, bam. Après Bruce Lee, c'est devenu un petit peu plus, non pas réaliste, hein, mais les combats étaient moins volants, quoi. Et maintenant, je regarde les derniers combats, comme le film russe The Riders, ou bien les combats que j'ai vus dans The Grey Man, par exemple, ou dans Volt, ou dans La Protégée, par exemple, des films comme ça, qui sont pour montrer aux nanas qu'elles peuvent se battre. C'est moins cinéma que ce que tu voyais il y a 20 ans ou 30 ans. Donc déjà, faire la part des choses, que ce qu'il y a au cinéma, c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Déjà, et quand tu vois des centaines de personnes qui font des vidéos d'arts martiaux sur internet en te expliquant comment sortir d'une attaque au couteau, des machins comme ça, moi j'en mets plus de vidéos par exemple parce que les gens ça leur semble facile, hein, c'est comme les gens qui jouent au violon ou au piano, hein, ça semble facile, sauf que moi ça fait 50 ans que je fais ça et que eux, voilà, ils vont essayer, si ça marche ils vont dire oh c'est bien, c'est pas mal.
Maintenant, est-ce que tu pourras le faire le jour où on t'attaquera vraiment? Ça, c'est encore autre chose. Et s'ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont pas assez adroits, ils vont dire, oh, il enseigne des conneries, c'est pas bon. Donc, les conseils, c'est de bien faire la part entre le virtuel et le réel. Et c'est vrai que la méditation, les douches froides, le jeûne, faire des marches quotidiennes dans la nature, etc., etc., ça peut aider. Ça peut beaucoup, beaucoup aider. En tout cas, bien plus que de rester assis devant un écran ou marcher avec son écran à la main, par exemple. Alors du coup, vous avez beaucoup défini ce qu'était l'art martial dans vos vidéos, notamment l'art martial japonais médiéval. Mais par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que l'art martial? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ça c'est de l'art martial, ça c'en est pas? Ben, le close combat. Le close combat, c'est de l'art martial. Le tir au fusil, savoir manier un drone, savoir recharger un canon, ça dépend de ta spécialité. Et si t'es tireur Milan, bah, ce sera le Milan. Si t'es au busier, bah, ce sera le tir au canon. Je sais pas moi. Si tu es tireur mortier, c'est de bien faire ton boulot, d'en faire un art, quoi. Et après, si quelqu'un t'attaque, et ben là, effectivement, tu vas travailler avec tes poings, mais d'abord, tu vas prendre ta pelle, tu vas prendre ton couteau, tu vas prendre ton casque, tu vas prendre des bouts de bois, mais tu vas pas taper un main nue contre quelqu'un qui charge à la baïonnette, quoi. Tu ramasses n'importe quoi qui traîne par terre, tu lances des cailloux. Au Vercors, ils ont fini avec des cailloux contre les Allemands. Voilà. Donc, pour moi, l'art martial, c'est vraiment ce qui se passe à l'armée. Et en dehors de l'armée, je veux dire, à part le système, je vois pas. Hein. Honnêtement, avoir fait 50 ans j'ai fait le tour. Voilà, quel que soit le système, il y a un fond d'armée à l'intérieur qui transpire et que tu vois nulle part ailleurs. Je veux dire, au karaté, à part les mecs de se mettre au garde à vous, oups, ça c'est quand le fils Funakoshi et autres, Egami et Kaze enseignaient aux kamikazes pour militariser encore plus les gens et les faire foncer sur les bateaux, aller droit à la mort. Voilà, c'est le côté militarisé, toi. Mais si tu militarises du ping-pong ou du volleyball, ça reste du sport, quoi. Alors que le close combat, non. Au départ, le vrai close combat, ouais. C'est fait pour lutter contre quelqu'un armé pendant une situation de combat, de stress de guerre, quoi. Sur un terrain accidenté et non pas sur on appelle ça, sur un tatami. Ça me rappelle la première fois que le karaté a voulu faire partie de la Butokukai, c'est-à-dire une sorte de conservation des anciennes traditions martiales japonaises, vers les années 1920, vers là. Le patron de la Butokukai a dit, mais votre truc c'est une danse folklorique exotique. Ça marche peut-être chez vous, puisqu'Okinawa venait juste d'être japonais, quoi. Il a dit non, votre truc ça marche pas, ça marche sur une... Il dit l'art martial, ça se passe sur un terrain accidenté, avec des armes et tout ça, contre des soldats armés. Ça n'a rien à voir avec votre danse chorégraphiée. Enfin, il parlait de chorégraphie, pas de danse, mais c'est vos chorégraphies préétablies à l'avance, sur un sol lisse, à l'abri dans un dojo, par exemple, tu vois, ou sur la plage. Ils ne voyaient pas l'intérêt, quoi. Et c'est vraiment après, par la suite, que... Effectivement, ils ont fait partie de la nouvelle Butokukai, on va dire. Mais voilà, donc on fait le compte. Pour moi, le close combat, tout ce qui a un rapport avec l'armée, c'est forcément du martial. Le martial, c'est la guerre. D'autres questions? Oui. Alors, vous avez eu beaucoup de maîtres. Et quel est l'enseignement qui pour vous a le plus marqué ou qui est le plus important pour vous? C'est celui que je vais avoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est surtout celui-là, hein, puisque année après année, la vie me donne ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai besoin pour évoluer et me précise ce que je dois partager ou pas. Hatsumi Sensei m'avait dit, faites votre style en 98, et il m'avait dit, enseignez aux gens de bonne volonté. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut enseigner? Enseignez ce que vous voulez aux gens de bonne volonté. Il faut que je me fie à mon instinct. Je n'enseigne pas toujours la même chose à tout le monde. D'où l'intérêt de venir en cours particulier, par exemple, parce que les gens, je leur donne ce dont ils ont besoin. Quand il y a 10 personnes, c'est plus difficile. Mais
Donc les maîtres, j'ai énormément été marqué par Mochizuki au départ, bien sûr, hein, sur l'onde de choc. Il m'avait dit, nous on fait de l'art martial, c'est pas du sport. Et quand il s'est mis avec la fédération de karaté en 85, alors là c'était foutu, quoi. Compétition, on travaille avec des bâtons en mousse, donc là c'était plus la peine. Ensuite, j'ai vu en capoeira, j'ai vu des gens qui m'ont assez impressionné en capoeira. J'ai eu 3 maîtres en capoeira, 3 maîtres. Et puis Valera m'avait beaucoup impressionné en boxe américaine, où là vraiment, c'était la force tranquille. C'était pas un excité, si tu veux. Il était vraiment costaud quand même, hein, et puissant, on va dire. Après, comment il s'appelle, Koshitoei m'a énormément apporté sur le Kiai-Jutsu, un 10e dan d'aïkido. Qu'est-ce que j'ai eu qui m'ont beaucoup marqué? Évidemment, Hatsumi Sensei qui m'a fait comprendre ce que c'était que l'art martial. Et puis en sambo, j'ai beaucoup travaillé. Sambo, c'était le retour au sport, tu vois. Il fallait un brevet d'état, donc j'ai passé dans le sport, c'est-à-dire dans quelque chose que je ne connaissais pas, et j'ai tout de suite ressenti l'aspect militaire russe là-dedans. Et donc ça m'a beaucoup permis d'enseigner à des gens de la sécurité. C'est-à-dire, j'avais fait une photo de self-défense et que j'avais filé à quelqu'un qui était à Saint-Astier, à l'école de gendarmerie, qui avait montré cette vidéo à son enseignant à JGN. Il a dit non, nous, il faut qu'on ramène les gens en entier, quoi. Il n'y a pas de on arrache l'oreille, on fout le pouce dans l'œil, on déboîte la tête, non, on lui casse les genoux, non. Le gars, il faut qu'il soit en entier. Donc mes techniques étaient trop fortes, trop dangereuses. Donc le sambo m'a permis de faire, toi tu as le sport, tu as je détruis, et puis entre les deux tu as quelque chose qui fait que tu peux, si tu travailles admettons dans la sécu, etc., éventuellement de pouvoir arrêter quelqu'un en attendant que la police vienne l'arrêter, sinon il va porter plainte parce que tu l'as bloqué au sol et que tu l'as empêché de circuler, quoi. Voilà, donc, et puis bien sûr les maîtres de Systema, ça, oui, beaucoup, hein, Komarov par exemple, et la famille Ryabko, Zaïkovski, qui vient en France d'ailleurs dans pas longtemps. Ryo Nishi m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu à Tokyo, en Systema. C'est quelqu'un qui est grand maître au Bujinkan et qui fait du Systema aussi depuis une vingtaine d'années. Alors c'est des gens qui m'ont beaucoup marqué, j'en oublie certainement aussi. Taekwondo, non, Taekwondo j'ai juste suivi les enseignements basiques, hein. Boxe anglaise, on avait un petit bonhomme là qui nous montrait des techniques de frappe très bam bam, parce qu'il était petit, donc il travaillait comme un petit, en percussion, assez rapide. Je crois que j'ai fait le tour, hein, des trucs que j'ai pratiqués, il me semble. Il y a toujours quelqu'un qui va t'apporter un plus, mais avec le temps, si tu survis, en fin de compte, tu t'aperçois que dans le fond, c'est tous la même. L'ondulation, l'onde de choc, le travail d'absorption, ça revient au même, c'est le yin et le yang que l'on voit chez Kadoshnikov, que l'on voit chez Mochizuki, que l'on voit en système traditionnel. Et puis qu'on voit dans le Kopujutsu chez Hatsumi Sensei, quoi. Autre chose? C'est bon? Non, très bien. Ok, j'espère que c'est pas trop long. Donc, écoute Nicolas, merci d'être venu. Merci à vous. Et j'espère que ça va changer quelque chose dans ta vie, que tu seras plus décontracté, moins stressé, et que tu auras plus confiance en toi, et en l'avenir, on va dire. Enfin, l'avenir sera ce que tu en voudras, comme chacun. C'est nous qui décidons. Si on laisse faire, ça va pas être joli, et si on décide de contrôler notre destin, là c'est vrai qu'on peut remettre les choses en place. Je vous dis à bientôt. Et merci. À bientôt si c'est possible. Si c'est possible.